Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Charles Chevalier. I am the greatest. Salut à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, c'est le RMC Fighter Club et c'est l'épisode 410 aujourd'hui, un invité qu'on va accueillir dans quelques instants. Combattant qui a fait son dernier fight chez Hexagon MMA en demi-finale du tournoi à 100K, des moins de 84 kilos. D'abord, bien sûr, le pilier du RMC Fighter Club, Baba. Salut Baba. Salut Charles, ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, tranquille, écoute. Tranquille, pas d'actu particulière. Toujours le Baba versus Fernand Lopez qui est disponible sur, streamer, allez le regarder. sur les plateformes. Il y a des bons retours, il y a déjà pas mal de gens qui l'ont vu. Donc allez le regarder et liker, partager et faites des suggestions pour les prochains. J'accueille tout le monde, moi. Est-ce que Fernand, c'est quand même celui dont les gens te parlent le plus? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose autour de Fernand? Franchement, ouais. Clairement, s'il y a quelque chose, ça a eu un impact à tous les niveaux. On en parle tout le temps, on en parle dans la rue. Il y a eu des gens qui sont venus suivre, qui me suivaient pas avant. Enfin, il y a eu beaucoup de bons retours. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui m'ont envoyé des messages. Et voilà, donc c'était bien parce que c'était un personnage important à interviewer et c'était pas simple à approcher. Ouais. Je suis content du résultat. Voilà, bon, disponible en tout cas sur YouTube et sur les plateformes de podcast. Ça attire les gens qui sont pas forcément du milieu MMA et je suis sûr que ça attire aussi ceux qui sont dans le MMA, comme peut-être notre invité du jour, Eliane Boafia. Bonjour. Qui est en studio avec nous. Salut Eliane. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ok, ouais, ça va, un peu mieux. Tu l'as écouté le Baba versus Ouais, je le dis avant l'interview, voilà. je le dis, moi je l'ai dévoré, surtout que Fernand il se faisait rare depuis les petites histoires, etc. Donc du coup ça faisait plaisir de le revoir, du coup l'entendre parler parce que c'est un très bon orateur. Ouais. Donc ça fait toujours plaisir de parler et puis aussi d'entendre son expertise et puis ce qu'il pense en ce moment, etc. Bon, en tout cas, Eliane, le micro, c'est à toi qu'il est tendu aujourd'hui. Tu étais le 11 avril dernier dans la cage du Zénith de Paris pour cette demi-finale face à Mathieu Leto Duclos. Perdu à cause d'une blessure à l'adducteur qui est survenue pendant le combat. On va reparler de tout ça, on va parler évidemment du futur et de tout le contexte aussi qui était autour de ce combat assez tendu, il faut le dire. Allez, c'est parti pour le RMC Fighter Club numéro 410. Eliane Boafia, donc combattant. Alors, je sais pas si tu es sous contrat Hexagon MMA ou pas d'ailleurs. Est-ce que signé que pour le tournoi. Que pour le tournoi, ouais. D'accord. Donc toi, tu étais rentré, Eliane, en quart de finale de ce tournoi à 100 000 € du Hexagon MMA. Tu as gagné ton quart de finale et puis tu as été battu en demi-finale sur une blessure à l'adducteur après 1 minute de combat à peu près. On va y revenir. Baba, déjà ce tournoi à 100 000 $, c'est 100 000 €, 100 000 $ d'ailleurs, c'était en euros. Ouais. C'est vrai qu'en France, on n'avait pas encore vu de tournoi aussi prestigieux, on va dire. Et puis le niveau était hyper concurrentiel puisque la finale va opposer donc Mathieu Leto Duclos à Norbert Novelny. Il y avait Eliane qui était là en demi-finale aussi. C'était un tournoi très très relevé. Ouais, c'était relevé. C'était du bon niveau. Déjà, moi, j'aime bien les tournois. C'est ce qui m'a ramené dans le MMA, c'est ce que je dis toujours. Donc c'était bien, c'était une bonne chose à la fois de créer un tournoi et la deuxième chose de pouvoir attirer des noms, notamment comme Eliane, parce que voilà, il faut pouvoir entre guillemets rendre la chose sexy pour le combattant, il faut que tout le monde puisse s'y retrouver et visiblement c'était le cas. Donc c'est une très bonne initiative, moi je la salue et je la saluerai jusqu'au bout parce que pour moi les tournois c'est l'essence. Avant en France c'était des tournois, la dernière fois qu'il y a eu des tournois importants comme ça c'était en pied-point, où ensuite tu peux parler des contenders de Hatch qui étaient des tournois très importants aussi au 100% fight. Donc là qu'ils aient fait ça c'est bien. Ouais, l'esprit tournoi toujours sympa, aussi sympa. Bon, il y a d'autres souvenirs qui reviennent avec potentiellement des combats, plusieurs combats qui s'enchaînent dans la même soirée. Ça peut aussi donner un côté old school, un peu vintage. Eliane, d'abord pour commencer, comment ça va, la blessure qui est donc survenue alors que tu étais sur une phase en train d'attaquer, tu avais 2 bras arrière qui étaient bien passés à ce moment-là, tu envoies un high kick qui te blesse sur le coup à l'adducteur. Comment ça va? Est-ce que tu t'es bien remis de cette blessure? Franchement, je pensais que ma première défaite allait me faire plus mal que ça. J'ai pu bien me reposer. Je suis parti dans la foulée en Algérie directement. J'ai pu rester 2 semaines et puis j'ai pu souffler et puis me déconnecter un peu du milieu du MMA. Donc du coup, c'est plus que ce qui se dit après le combat qui me dérange, tu vois. C'est plus l'extra sportif qui me dérange. Parce que le sportif, en vrai, c'est une blessure, ça peut arriver à tout le monde. Ça arrive à Thomas Spinal, ça arrive à Sean O'Malley, ça arrive à Lawson Keita. Donc en vrai, c'est quelque chose pas de banal, mais ça arrive. C'est le sport, c'est du loi du sport. Maintenant, je l'ai un peu à travers la gorge parce que, pour être honnête avec toi, je sentais que j'avais le dessus sur ce combat. Après, ça reste de l'utopie. Dans un combat, tout peut se passer, il aurait pu me toucher, etc. Mais ce soir-là, je me sentais vraiment bien. Il était lent, il frappait pas spécialement fort. Franchement, il était moins fort que je le pensais.
Donc, c'est tout, c'est la vie, etc. C'est juste que là, c'est l'extra sportif qui me dérange, qui est à travers ma gorge, comme Ouais. je te dis. On va y revenir parce que c'est vrai que le contexte de ce combat était assez chaud avant. On sait que ça. Alors, il y a beaucoup de combats. Là, on voit Strickland, Chimaev en ce moment, ça chauffe aussi à côté, mais généralement, ça se termine assez bien parce que les Américains, ils savent faire aussi. Et puis Khamzat, il a toute cette expérience dans ce milieu-là, donc il sait faire monter. Khabib McGregor, c'était parti. Hein. Ouais, là c'était parti. Mais depuis, est-ce qu'on a d'autres exemples où c'est vraiment reparti aussi loin? Je sais pas, tu vois, c'était en 2018, Khabib McGregor. Ouais, mais après, je pense qu'il n'y avait jamais eu autant de tension depuis. Ouais. À part cette semaine avec Strickland, Chimaev, ou de ce que j'ai compris, il y a à peu Khamzat, près ça l'a fait, 86, excuse-moi de te couper, mais Khamzat, ça l'a fait des belles aussi. Hein. Moi, j'ai pu être témoin de la Fight t'en as vu, Week toi. à Vegas contre Ned Diaz. Ah oui, c'était le combat elle était cardio. Hein. Ouais, J'étais sur place, elle était cardio. il est cardio, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté où il sait ce qu'il fait, il sait aussi faire monter les c'est combats. bien que tu puisses nous dire, toi, comme tu le côtoies, comment c'est en fait. C'est quoi la part de réel, entre guillemets, et la C'est part ça. de business, de show? Bah, je pense qu'il n'y a pas volonté de vouloir faire monter la sauce. Ouais. Hein. Je pense vraiment qu'il est lui-même et qui agit pas au quart de tour, mais qui agit comme si il n'y avait rien autour. Et c'est pas volontiers de sa part de vouloir faire du buzz ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, si tu vois Khamzat sur une carte, c'est banger dans tous les cas. Ouais, Donc, on n'a pas besoin d'extra sportif pour pouvoir se mettre devant la télé pour un combat de Khamzat. Ouais. Dans tous les cas, tu vas te mettre devant ta télé. Ouais. Mais c'était réel. Surtout l'histoire avec Kevin Holland. J'étais là et à 1 mètre, 2 mètres, et c'était réel. Et tu sens que c'est réel. Tu sens pas que dès que les caméras se détournent, ils se détendent, etc. Ça mais continue. les caméras, elles n'étaient pas là contre Kevin Holland. On était au resto. Kevin Holland, c'est Kevin Holland qui vient chercher Khamzat devant le resto, et il se met devant le resto et il dit tant que Khamzat ne sort pas, je recule pas, je pars pas. Donc du coup, le manager de l'époque, il essaye de contenir Khamzat, et c'est nous qui sortons et qui disons à Kevin, ouais, ça sert à rien, etc. Et lui, il monte dans les tours, donc ça monte dans les tours, etc. Et puis voilà. Et c'est quelqu'un qui filme avec son téléphone, donc il n'y avait même pas de caméra de l'UFC, quoi que ce soit d'autre. Ouais, ok. Donc, voilà. C'était pas un mec de Kevin Holland qui filmait, c'était quelqu'un qui passait par là. C'est pas prévu, on va dire, comme séquence. À Vegas, pendant la Fight Week, tu dors dans les casinos. Ouais. C'était le New York, l'hôtel. Ouais. Donc du coup, en fait, avec les fans, t'es mélangé partout. Ouais, c'est sûr. Donc en vrai, si tu veux En te plus, cacher, faire le New York, c'est celui qui est collé à la T-Mobile Arena, donc Ouais, t'es c'est ça, vraiment exactement. en plein cœur. Ouais, Là, du... on dit pas assez, Kevin Holland, c'est un peu le fou du bus quand même. Là, on le dit au rire. Décidément, les bus à l'UFC, faut faire gaffe dès qu'on monte dans un bus. Bon, en tout cas, voilà, c'est aussi pour le contexte de tout ce qui se passe à côté. On revient rapidement sur le sportif, ce qui s'est passé dans la cage. Tu le disais, nous, on travaillait sur l'UFC 327 ce soir-là, donc on le voyait à la télé. On était chaud de voir le combat, on était devant la télé, un peu frustré de ne pas être au Zénith. Et on a été encore plus frustré quand on a vu ce qui s'est passé pendant le combat, après cette blessure d'Ilian, après 1 minute de combat. Ouais, je me souviens que j'étais en bas, que j'ai couru rapidement en haut pour être prêt pour regarder le main event sur un de nos écrans dans la rédac. Et ouais, il se passe ce qui se passe, donc forcément, t'es frustré parce que le combat, on l'attendait, peu importe les raisons pour lesquelles. Je pense qu'il y avait pas mal de gens qui attendaient ce combat-là pour des raisons différentes, en tout cas. Moi, personnellement, c'est ce qui se passait dans la cage qui m'intéressait le plus. Parce que j'arrête pas de le dire à longueur d'émission que les confrontations franco-françaises, c'est ce qui va nous faire grandir en tant que sport dans ce pays. Et quand on a ça, un combat qui arrive à capter un peu l'attention, au passage, je le dis tout de suite, comme ça c'est fait, j'oublie pas, tu es venu accompagné de Zakaria Hamou, qui va faire un combat contre Modibo Diakité. Tu vois, ça, c'est les choses qu'il faut faire. Ouais. Bravo, un grand bravo aux deux combattants. Ce sera chez Arès début juillet. Arès, au manager et compagnie, parce que je suis fan et je serai là. Enfin, j'espère. 3 juillet, c'est pas sûr. Ah non, je suis pas là. Bon, bref. Vu les dates et vu ce qui se passe pas loin. Bref. Donc, ceci étant dit, c'était dommage. Après, pour revenir aussi sur le sportif, on parlait, et pour éluder un peu la question, Ilian, tu pourras, je pense, y revenir là-dessus. Tout le monde parlait du high kick et de pourquoi l'envoyer. Moi, mon interprétation, c'est que c'est un automatisme, parce que tu drilles des choses quand tu combats, et que le high kick, il est parti tout seul. Qu'est-ce que c'est, toi, ton interprétation de si t'étais blessé, pourquoi t'as envoyé un high kick en fait, le truc, c'est que les gens ne le savaient pas, mais moi, ma blessure, elle arrive 5 jours avant le combat. Ok. Et genre, je me déchire totalement l'adducteur. Et genre, quand je vais chez le médecin il me dit, tu comptes pas aller combattre comme ça? Je dis, bah si, j'ai pas le choix. Et moi, j'écris à Younes et il me dit, Ilian, c'est le tournoi, c'est mort, tu peux pas reposer la date. Donc, soit on dit non maintenant, soit tu y vas et puis tu serres les dents et puis on verra. Donc, du coup, on a pris la décision avec mes frères et mon coin, etc., d'y aller. Mais faut savoir qu'on avait capté un truc. Et surtout que moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, de mettre les gants avec lui, donc je le connaissais à peu près. Et je savais qu'il avait peur des coups et qu'il avait peur de ma boxe. Donc il allait forcément reculer. Et dans la combat de MMA, tu recules pas indéfiniment, puisqu'il y a la cage derrière toi au bout d'un moment. Donc du coup, il y a une issue, à droite ou à gauche. Ouais. Et j'avais drillé ça avec mon coach, Eli Kerich.
au Japon, parce que j'ai fait là une grosse partie de mon camp au Japon, à Tokyo. Et donc, du coup, le truc, c'était de mettre un high kick en sortie. Ouais. Bah, non seulement je me trompe de jambe, parce que j'envoie le high kick gauche, alors qu'il fallait mettre le high kick droit, mais ça part tout ça, c'est un automatisme, comme tu as dit. Donc, du coup, voilà. Et en plus, high kick, il touche. Mais le high kick, je le mets mal, parce que j'ai vu des trucs genre décryptage, genre. En fait, il s'est blessé parce que Mathieu a décalé du côté droit au moment où il lance sa jambe. Donc, ce qui fait que Ilian, il se déchire son adducteur, c'est grâce à Mathieu. Et donc, du coup, en fait, j'étais déjà blessé. Et quand ma jambe, elle part, je me dis dans ma tête, c'est une fraction de seconde, hein, mais je me dis dans ma tête, ah non, merde. Je me dis, putain, c'était pas ça qu'il fallait faire. On avait dit que boxe. Et donc, du coup, c'est trop tard, j'ai essayé d'arrêter mon high kick. Et du coup, je pense que c'est le fait de vouloir freiner mon high kick qui a vraiment tout arraché, tu vois. Et impossible de continuer. Parce que là, pour le coup, je crois que Mathieu bloque, effectivement, mais il n'y a pas d'action de sa part qui va entraîner quelque chose. Il bloque tout juste, hein, c'est juste une main, même pas les deux. Juste une main. Ouais, il le prend. Il prend à moitié. Ouais, il bloque légèrement avec une main. En tout cas, il n'est pas pris plein pot, mais il n'y a pas d'action de sa part. On avait parlé, par exemple, Joshua Havan contre Pantoja, qui l'envoie un petit peu au sol et qui provoque la chute. Et du coup, là, effectivement, le bras. Bon, il y a une action de sa part. Là, il n'y en a pas réellement de Mathieu, mais en tout cas, toujours est-il que la blessure est intervenue. Est-ce que tu regrettes de t'être aligné sur ce combat alors que tu te savais blessé? Non, parce que ça fait partie d'une carrière. C'est des choix. Honnêtement, le fait d'être invaincu, psychologiquement, moi, ça me bloquait beaucoup. Mes frères me le disaient souvent, mon manager me le disait souvent aussi. Le fait de vouloir rester invaincu à chaque fois, à tout prix, ça s'est vu au Dana Contenders l'année dernière. De vouloir sécuriser. Bon, après, il s'est passé d'autres choses, mais le fait de vouloir sécuriser, de garder son zéro à tout prix. Du coup, là, j'ai plus de zéro. Donc, comme je disais avec Zakaria plus tôt, 8-1, 8-2, il y a quoi qui change en vrai. C'est-à-dire que le prochain combat, ça va me rendre encore plus dangereux. Donc, puisque maintenant, j'ai plus rien à défendre. Juste vouloir gagner, c'est tout. Donc, du coup, je pense que dans ma prise de risque, etc., ça va être une bonne chose. Cependant, c'est plus contre qui je le perds, le zéro, et c'est ça qui me dérange, tu vois. Parce que, en vrai, c'est facile de parler maintenant, etc., mais bon, chaque personne qui connaît un minimum le fight, qui était présent au combat, etc. Même ma femme qui était là le soir du combat, elle m'a dit, mais Ilian, pourquoi tu t'es pas relevé? Elle avait peur de toi. Tu vois, elle connaît pas le combat, elle sait pas comment ça se passe. Elle savait pas que je pouvais plus remarcher. Mais elle m'a dit, franchement, si tu avais pu te relever, etc., essayer de tourner le fight. Elle m'a dit, ouais, elle avait peur de toi, il avait peur de toi, etc. Et en fait, quand j'ai commencé le combat, dès le premier jab, j'ai vu dans sa tête qu'il voulait plus être là. Et dans son attitude, etc., je pense que vous connaissez un peu le combat, etc., vous voyez dans son langage corporel que le mec, il veut pas être là. En fait, comme tu as dit tout à l'heure en début d'émission, c'est vrai que le combat démarre bien. On peut faire un parallèle avec ce qui s'est passé entre Aspinall et Gane, tu vois. Où tu sens que le combat démarre bien pour un des deux. Maintenant, c'est le combat, comme tu l'as dit. Et vous êtes des beaux bébés, vous n'êtes pas des 57 kilos, tu vois. Ça tape fort. Il frappe pas. Maintenant, oui, moi je suis pas dans la cage avec lui, ça c'est toi qui peut le dire. Mais tu sais, nous, extérieurement, on se dit, ok, il y en a un qui a peut-être mieux démarré que l'autre. Même si lui, il envoyait les jambes et tout, enfin, il proposait sa boxe, pas mal de mémoire, hein, son type Jean Barrière notamment, et quelques middle ou à kick Jean Barrière. Mais c'est vrai que quand tu lâches l'anglaise, on se dit, ok, peut-être que c'est la clé. Maintenant, c'est le premier round, donc on se dit, bon, on va voir ce qui va se passer. En fait, ça surprend quand ça arrive d'un seul coup comme ça, alors que toi, en tant que public, tu t'es mis dedans en mode, ok, là, le combat, il a démarré, et ils n'ont pas fait semblant. Tu vois, ils se sont tout de suite mis au travail, donc tu es plutôt content en tant qu'observateur, et c'est vrai que ça sèche. Mais pour doubler sur la question de Charles, et comme ça va permettre d'être complet par rapport aux remarques qu'il y a eu autour du combat, autour de ta décision. Parce que le combat, c'est ça, c'est de prendre une décision en fait. Quand on prépa, il y a une blessure, il y a un incident qui se passe. Et une fois qu'on prend la décision, c'est ce qu'on dit dans le monde du combat. Si tu as pris la décision, tu regardes plus en arrière. Tu as décidé de le faire, tu y vas. Tu n'as pas décidé de le faire, tu dis je me suis blessé, et puis personne. Les gens pourront parler quand même, parce que de toute façon, dans tous les cas, tout le monde parle. La question, c'est est-ce que ce qui était censé, en tout cas par rapport à tes plans du tournoi et de l'après-tournoi, est-ce que ça a pu peser un peu dans ta décision ou pas du tout? Tu vois, de se dire, je veux retenter ma chance au contender, je veux faire autre chose et tout après le tournoi, etc. Donc est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où tu t'es dit, peut-être ça vaut le coup de ne pas combattre pour préserver ce que je vais faire derrière? C'est une bonne question. Non, je pense pas. Honnêtement, je pense pas, parce que en vrai, quand tu regardes bien, l'UFC n'a que faire de ce qui se passe ici. C'est vrai. Donc si c'est mon objectif d'aller à l'UFC, ils n'en ont rien à faire. Je pense que ouvrir les portes du PFL, je pense que avec la défaite ou sans la défaite, je pense que je peux le faire sans aucun mal en vrai, parce que le standing du PFL et de l'UFC n'est pas le même.
Euh, Maintenant, comme je t'ai dit, c'est contre qui je perds. Après, c'est le MMA, c'est comme ça. Il a gagné au loto ce soir-là. Tant mieux, bravo. Et puis c'est tout, tu vois. C'est comme ça, il faut avancer. Donc si j'essaye de me focaliser sur la défaite et sur le passé, etc., je vais pas avancer. Maintenant, mon équipe est actuellement aux US pour Nassourdine, qui fait le backup de Khamzat. On verra ce qui va se passer, tu vois. Et on verra. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. Et honnêtement, de l'autre côté, ils n'en ont rien à faire de ce qui se passe en France. Tu t'es exprimé en disant que tu voulais refaire ce combat, tu voulais combattre contre Mathieu pour prendre ta revanche. Est-ce que, avant qu'on aille sur l'extra sportif et ce qui s'est passé, le contexte autour du combat numéro 1 que vous avez fait, est-ce que c'est encore l'objectif, à peu près un mois après le fight, continuer à chercher une revanche contre Mathieu, ou alors tu préfères partir sur d'autres objectifs maintenant? J'ai pas envie de jouer le rôle de l'ex-relou. C'est-à-dire que c'est ça en vrai. Parce que je reste un combattant, j'ai mon amour propre, j'ai mon ego. Moi, en sortant de la cage, je vois Jérôme Pourru. Je lui propose une revanche immédiate. Il me donne son accord, il me dit que ça pourrait se faire, etc. Qu'ils avaient déjà booké la Villette en septembre, le 18 septembre, je pense. Je crois qu'ils ont déjà d'autres bookés là, septembre et un peu plus tard. Ouais. Donc du coup, je dis qu'en septembre, ça pourrait le faire. En plus, surtout que la finale, c'était en juin. Donc ça lui laisse fin juin, juillet, août, début septembre pour se préparer. Donc c'est déjà pas mal. Donc on a notre accord, etc. Et donc du coup, moi je me dis, top, nickel. Donc on revient de la blessure. Après, on commence notre camp et puis top. Et je vois qu'il y a des sorties médiatiques en mode ouais, tout compte fait. En vrai, nous, Ilian, une revanche, ça nous intéresse pas. Ce que je le comprends, c'est smart de leur part en vrai. Parce qu'ils savent ce qui va se passer. Et à sa place, moi-même, j'aurais pas accepté le combat, tu vois, j'aurais pas accepté la revanche. Maintenant, je sais pas, je suis pas dans sa team, je sais pas c'est quoi ses plans, etc. Très honnêtement, je pense pas qu'il va remporter la finale. Après, ça reste du MMA, etc. Mais je pense quand même Novelny légèrement supérieur. Finale le 12 juin à Lyon contre Novelny. Ouais. Donc du coup, je m'étais dit, il fait la finale, ça se passe pas bien pour lui, il reste champion d'organisation, on règle ça en septembre pour la ceinture en 5 rounds. Et top, tu vois, tout le monde est content. Et il y a de l'attente pour le combat. Je pense que tout le monde veut voir ce combat aujourd'hui, tu vois, la revanche et voir le réel dénouement de cette histoire. Il est plus fort que pour le premier là. Ouais. Et clairement. Et apparemment, aux dernières nouvelles, c'est pas dans les priorités de l'organisation de vouloir faire la revanche. Et c'est absolument pas dans les priorités non plus du camp de Mathieu de vouloir faire la revanche, dû au danger et à ce que je lui réserve. Donc je les comprends. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Ouais, parce que de toute façon, ça laissait des ouvertures. Parce que Mathieu Leto Duclos, il était champion. Même s'il avait perdu contre toi, il serait resté champion de l'organisation. Oui, dans le tournoi, les combats n'étaient pas. Le tournoi n'impliquait pas la ceinture qui était la sienne au moment et qui est encore la sienne. Mais au moment où vous avez combattu. Faut le dire, c'est vrai que ce combat, et c'est aussi pour ça que tu es là, hein, pour parler de tout ce qu'il y avait autour. Baba, c'était un combat qui était sous tension. C'était sportivement, c'était même Antoine, Taylor l'ont dit dans le commentaire, c'était peut-être l'un des combats les moins de 80 chez les middleweight les plus attendus en France et en Europe. On voulait voir ce combat et extra sportivement, c'était très chaud. On parlait tout à l'heure de situations un petit peu feintées ou pas, Khamzat qui surjoue ou pas. Tu nous as raconté que non quand tu l'avais vu. Toi, ces embrouilles, on va dire d'avant-combat, Baba, comment tu les percevais? Tu me connais, Charles. Moi, ça me saoule. Vous savez très bien. Je dis toujours, le trash talk en général, je suis pas hyper client. Après, il y a des trucs qui sont un peu plus drôles, on va dire, ou quoi. Moi, j'étais à Lille. Il se trouve que j'étais à Lille pour le premier combat d'Ilian, le quart de finale. Donc, je l'ai commenté en bord de cage avec Antoine. Donc, moi, je peux te dire que la tension après dans la cage, elle était réelle puisque j'étais là. Donc, je l'ai ressenti. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs mis, entre guillemets, mal à l'aise. J'ai dit, ok, non, c'est chaud, tu vois. Là, les mecs, il y a un vrai problème. Et c'est un problème qui dépasse largement le cadre du sport. Et c'est le plus gros problème qu'on a dans ce pays aujourd'hui. Donc, très clairement, oui, tu sens ça. Tu dis, waouh, c'est relou. Et tu sais qu'à partir de là, a priori, ça peut que... Pour mettre des mots, tu dis le plus gros problème qu'on a en ce moment en France, mais les mots, tu parles de quoi exactement? C'est la confrontation qu'on veut instaurer entre une partie de la population et une autre partie de la population. Une partie, tous les mots que tu peux utiliser, il y en a qui disent racisé, il y en a qui disent ce que tu veux, mais là, en l'occurrence, apparemment, c'est une histoire de représenter un pays ou un autre pays qui fait que...
on met encore de la division et de la séparation et que ça part totalement en cacahuète. En avant-combat sur les face-off qu'il y a eu entre vous, les mots qui sont sortis de la part de Mathieu Leto Duclos te concernant, c'était traître, apatride. Ouais. Comment est-ce que toi, tout ça, tu l'as géré? Comment est-ce que cette tension, justement, qui est totalement extra-sportive et liée à des problèmes sociétaux qui sont complètement externes au sport, comment tu les as vus monter et comment est-ce que tu l'as ressenti dans ce duel qui s'est préparé face à Mathieu? Bah, malheureusement, moi, ça m'a pas étonné. Malheureusement, ça m'a pas étonné puisque déjà, j'avais ressenti ça lors de mon combat au Dana White Contenders lorsque j'ai décidé de représenter l'Algérie. Alors que, pour info, je représente l'Algérie déjà depuis mon 2e ou 3e combat. Dana White Contenders, je crois que c'était mon 7e combat. Donc les gens se sont rendus compte par enchantement au Dana White Contenders que je représentais l'Algérie, alors que c'était déjà le cas bien avant. Donc j'avais déjà reçu bien des messages, bien des trucs, etc. Bon, j'arrive à dissocier le délire du sport et le délire de la vie. Je sais que toutes ces personnes-là qui essaient de diviser, qui essaient d'envoyer des messages de haine, etc., à travers les réseaux sociaux, etc., elles n'existent pas en vrai. Tu vois, elles n'existent pas en vrai. Tu vois pas, jamais je marchais dans la rue, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit « au fait… » Tu vois, ça n'existe pas. Donc du coup, j'étais pas étonné. Et de sa part non plus, j'étais pas étonné non plus. Du par le fait qu'il soit sponsorisé par Kalos, etc. Pour moi, aujourd'hui, Kalos qui sponsorise des gens qui ont été condamnés en France par la justice pour islamophobie et que tu es représenté par ce même sponsor-là, c'est que tu es dans le même train. Donc, au début, j'ai lancé le truc sur les réseaux sociaux. C'est moi qui ai commencé. Je ne vais pas commencer à le jeter la pierre dessus. J'assume mes mots, j'assume mes actes. J'avais lancé un facho, tu vois. Mais j'avais lancé en mode pique. Et j'avais pas conscience, à ce moment-là, les proportions que ça allait prendre. Et donc, du coup, ça l'a enflammé directement et tout. Et peut-être l'erreur que j'ai faite à ce moment-là, c'est le facho, peut-être, tu vois. Mais j'ai dit ce que je pensais à ce moment-là. Et je dis toujours ce que je pense. Qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, c'est comme ça. Et donc du coup après lui il est parti dans les tours de apatride, de tu m'as tourné le dos, etc. J'ai jamais été son ami à ce mec-là. Genre il est venu faire une vidéo avec mon frère à l'époque Soeb pour Karaté Bushido et j'étais même pas au courant. Et Soeb m'a mis au courant genre 45 minutes avant la mise de camp. J'étais sur mon canapé en train de manger du chocolat, etc. Ça m'a appelé, m'a dit ouais il y a du clos à la salle, ça te dirait de mettre les gants avec lui. J'ai dit ok j'arrive et je suis parti mettre les gants. Et c'est la seule fois de ma vie où je l'ai vu, où je l'ai croisé, où on a discuté. Baba, tu sais comment on est, etc. Notre famille, aujourd'hui, on répulse personne, on est accueillant, on a un sourire, on est des mecs du Nord, quoi, tu vois, on est des mecs simples. Et donc, du coup, on l'a accueilli comme ça, comme un mec lambda, comme tout le monde. Et lui, je pense qu'il a dû prendre ça pour de la fraternité. Et il a dû croire après ça qu'on était amis. Et donc, du coup, après, il a dit, je vais tourner le dos, etc. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'étais dans l'incompréhension totale. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que il devait certainement avoir des défaillances dans son cerveau. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, vas-y, c'est tout. Et c'est pour ça qu'en fait, à la conférence de presse et durant la Fight Week dont on avait discuté, j'étais très calme. Parce qu'en fait, je savais que je faisais face à un mec qu'on réfléchissait pas de la même manière. Et que je savais que si je commençais à vouloir rentrer, à essayer de comprendre ce qu'il y avait dans sa tête, bah, ça allait peut-être m'énerver ou me déstabiliser. Donc, j'ai préféré de rester en retrait. Et puis, voilà. En fait, c'est surtout qu'ensuite, ça dépasse un peu. Il n'y a pas beaucoup de moments, malheureusement, même si on le voudrait, où le MMA, il arrive à dépasser le cadre des médias spécialisés, ce que nous sommes nous. Tu vois. Des fois, selon certains événements, ça va dépasser ce cadre-là. Je parle de BSD qui fait c'était le JT de TF1, je crois, quand il fait Poirier. Je parle de certaines occasions comme ça. Cyril, ça va être le cas, je crois que ça a déjà un petit peu commencé. Il a fait C'est à vous, il a fait certains médias déjà. À la Maison Blanche. Et là, malheureusement, moi, de ce qu'on me rapporte en conférence de presse, on a la grosse presse française qui vient pour justement poser des questions par rapport à ce qui se passe autour de cette histoire-là. Donc, toi, pendant cette semaine-là, tu adoptes une attitude qui est différente. Moi, je l'interprète comme de l'apaisement, ou en tout cas, le fait de ne pas vouloir rajouter de l'huile sur le feu. C'était une volonté en arrivant dans la Fight Week ou c'est simplement ton mood du moment et tu calcules pas en fait? Bah, il y a plusieurs choses. Déjà, en entrant dans la Fight Week, on a eu une mini-réunion avec Jérôme Pourru, Younes et mon équipe pour apaiser un peu les tensions, etc. Okay. De pas vouloir pousser le délire un peu plus loin, tu vois. Ça, c'est important de le dire. Déjà, l'organisation Hexagone, voulait calmer un petit peu les tensions et voulait que ça s'apaise. C'est important de le dire aussi. Voilà. Okay. Donc, à ce moment-là, Jérôme, il nous dit, les gars, je crois, des médias, je ne vais pas dire les noms, mais voilà, qui sont présents, etc., qui veulent que du drama, donc ne donnez pas ce qu'ils veulent. Et puis venons, on reste dans le sport. Donc, déjà, 1. 2, en cours de préparation, j'ai réalisé à quel point
les proportions elles étaient grosses autour de ce combat-là. Et j'ai réalisé aussi que malgré moi, aujourd'hui, je ne représente pas que moi, en fait. Je représente une éducation, une famille, une double nation, donc l'Algérie et la France, une religion, un quartier, une ville. Donc aujourd'hui, si je joue son jeu ou le jeu qu'on veuille que je joue, quelle image je vais donner en vrai? Donc même si moi j'ai envie de faire du drama, ça dessert à pas dire des millions de personnes, mais à des milliers de personnes. Finalement, elles sont comme ça, on l'avait dit, on le savait, etc. Donc non, j'ai décidé de mettre ma langue dans ma poche, d'avaler mon ego, et puis rentrer dans les clous, et puis voilà. Donc dans cette histoire, tu reconnais quand même avoir mis toi-même un petit peu de tension en le traitant de facho au début, et finalement derrière, tu as compris qu'il fallait se calmer. Je le pensais. Ouais, C'est tu plus pour le moi, pensais, mais voilà, non, tu as admis toi-même tout à l'heure d'avoir entre guillemets ouvert le bal, et qu'après ça avait pris des proportions hautes parce que lui s'était engouffré dedans. Non, ce que je dis, c'est que le facho, je le pense. Oui, c'est ça. Oui, mais je pense que le timing et comment je l'ai sorti, c'est pas la bonne. La forme n'était pas bonne. Ouais, le fond, pour moi, je le pense, mais la forme, elle n'était pas bonne. Est-ce que malgré tout, tu te dis que toutes ces tensions, ça a servi au fight? C'est-à-dire que ça a fait parler du fight, pas forcément bien, mais comme le disait Jérôme, calmer le truc, etc. Le boulot était quand même fait parce que ça a mis un petit peu de lumière sur ce fight, pas de la manière dont tu voulais, mais ça a mis un peu de lumière sur ce fight. Est-ce que tout ça, tu le regrettes quand même? Non. Je pense pas avoir été irrespectueux ou avoir fait de grosses frasques sur lesquelles on peut me reprocher, mis à part ce que je viens de m'expliquer. Ouais. Et comme j'ai dit, pour moi, la forme n'était pas bonne. Et à partir du moment où moi je l'admets, c'est tout. Ouais. Mais à part ça, non, je pense pas avoir fait quelque chose d'irrespectueux ou quoi que ce soit d'autre. Au-delà de tout ce qu'on a vu, du coup, est-ce qu'il y a eu d'autres choses qu'on ne sait pas forcément, qui se sont dites en coulisses? Est-ce que tu as eu l'occasion de t'expliquer avec Mathieu en disant bon, allez, on a joué le jeu de monter tout ça en épingle, etc. Mais finalement, on est là pour combattre et tout va bien. Est-ce qu'il y a eu d'autres mots qui se sont échangés après le combat? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le problème, c'est que quelques heures avant le combat, parce que je voulais absolument pas que mon état psychologique prenne le dessus sur la stratégie et le game plan. Et donc, je voulais pas faire d'erreurs et que mes émotions prennent le dessus. Voilà, exactement. Contre Gilbert Burns. Donc, du coup, je voulais absolument pas. Et moi, je suis quelqu'un d'émotif en plus. Donc, je me suis dit, non, c'est vraiment... En fait, j'ai pas envie de me combattre moi-même. C'est quelque chose que Nassourdine, par exemple, avait un peu vécu contre Buckley à l'époque, où les émotions avaient été très présentes, et justement, comme vous avez le même manager, vous êtes de la même, même écurie, on va dire, c'est un peu ce qu'il avait vécu. Voilà, c'est ça. En plus, Nas, il vient dans le vestiaire avant le combat et il me donne quelques conseils, etc. Et il faut que je suis bien dans ma tête, donc du coup, voilà. Et donc du coup, au début, je me dis, c'est pas grave, peut-être... Au final, généralement, quand ça se passe comme ça, il y a le dénouement sportif. Et après, on oublie, on serre la main et puis tout le monde rentre chez soi, avec ou sans la victoire. Mais voilà, et ça termine comme ça. Mais malheureusement, dans ce cas-là, ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que moi, quand je me blesse, je suis déjà archi frustré, archi dégoûté. Dieu merci, j'avais mes frères avec moi à ce moment-là, qu'ils ont pu me soutenir, etc. Donc du coup... on est resté jusqu'au bout, on n'a pas fait de gros ébats, genre en mode on n'accepte pas, nanani, nanana. On est resté jusqu'à la décision. Chose que je pense que si mes frères n'étaient pas là, je l'aurais pas fait. Je pense que je serais resté au vestiaire directement, je serais rentré au vestiaire directement. Et c'est ce que Jérôme Pourru à ce moment-là me disait, du genre, si tu veux rentrer, rentre. Je suis resté jusqu'au bout, il a gagné, puisque aujourd'hui il y a un vert sur son Tapology et moi j'ai un rouge. Donc du coup il a gagné malgré la défaite. Je tiens juste à préciser que moi, le lendemain, quand je me réveille et que je vais sur Tapology, je vois lose TKO. TKO, ouais. Alors là j'ai le Tapology, c'est leg injury. Donc tant mieux. Donc après, Younes et Elise ils ont pu modifier la donne, donc du coup, là, tant mieux. Regarde, je vais te poser une question. Fernand te le fait. Je vais te poser la question. Ouais, vas-y, je suis prêt. Je vais te poser la question. Aujourd'hui, t'es patron de chez Hexagone MMA. Il se passe ce qui se passe là avec le dénouement de la blessure entre Mathieu et moi. T'as le Zénith de la Villette booké le 18 septembre. T'as l'occasion et l'opportunité de pouvoir faire une revanche pour une ceinture en 5 rounds. Oui, non, mais c'est évident.
tu sautes dessus ou pas. Oui, c'est évident. Je pense que tous ceux qui nous écoutent répondront la même chose. Que c'est, comme le disent si bien les Américains, unfinished business. Mathieu, il a gagné. Il a le vert sur son palmarès. Félicitations à Mathieu d'ailleurs, parce qu'il a fait son taf. Il est venu dans la cage, il était prêt pour un combat. Le dénouement, c'est pas son problème en fait. Et dans le sens inverse, tu dirais la même chose. C'est pas mon problème, tu vois. Donc lui, il a fait son job. Et il n'y a rien à dire de ce côté-là. Maintenant, oui, moi en tant qu'organisateur, je la ferai. En tant que fan, j'ai envie de voir la revanche. En tant qu'observateur du game, j'ai envie de voir la revanche. Je pense que la revanche sera plus grosse que le combat initial, sans avoir besoin des extras. Simplement se dire la physionomie du combat fait qu'on a envie de voir une revanche entre deux des meilleurs middleweight qu'on a dans ce pays. Donc ouais, bien sûr que oui, je comprends. Donc j'espère que oui, que ces choses-là vont se régler et qu'on ait une revanche en septembre. Mais apparemment, ils veulent pas la faire. J'ai parlé avec Younes, excuse-moi, moi il y a quelques jours. C'est ce que j'allais te demander. Et ils sont pas chauds pour la faire, tu vois. Moi, mon futur, la question, ça s'est passé dans l'inverse. C'est lui qui m'a posé la question, qu'est-ce que tu veux faire là maintenant? Et moi, je lui ai donné mes attentes. Donc, dans un premier cas, c'était la revanche contre Mathieu. Maintenant, je ne vais pas lui courir après. 8-0, 8-1, comme je vous ai dit tout à l'heure, 8-1 ou 8-2, il n'y a pas grand-chose qui change. Donc aujourd'hui, on a la chance d'être beaucoup connectés. Donc je pense pouvoir ouvrir à peu près toutes les portes des organisations, sauf l'UFC directement, parce que c'est devenu impossible. Mais je ne sais pas, PFL, KSW, Dana Contender, je ne sais rien. Mais en tout cas, Younes, il travaille activement là-dessus. Donc du coup, c'est les solutions qu'on a trouvées. Mathieu Leto Duclos, s'est exprimé. J'ai pas encore écouté l'intégralité. Je crois qu'il est allé chez Gong, chez Fred Rousseau pour parler. Donc j'ai vu certaines déclarations passer, mais j'ai pas pu. Je crois qu'il était avec Daniel. Donc c'était Mathieu et Daniel qui étaient. Voilà, Mathieu et Daniel Vorin qui étaient là-bas. Donc j'ai pas pu. Je sais pas si toi tu l'as écouté. Il m'a envoyé quelques passages, etc. Moi, comme je t'ai dit, après le combat, j'ai voulu vraiment me déconnecter du milieu du MMA, etc. Mais malheureusement, les passages qui t'ont été envoyés semblaient refléter la réalité ou... Non, malheureusement, il y a beaucoup de mensonges. Mais encore une fois, dans tous les cas, et en plus, moi, je sais que je suis très stigmatisé par mon franc-parler, etc. On me dit que je suis arrogant ou que je crache sur les organisations, etc. Donc du coup, j'ai pas envie d'à chaque fois de jeter de l'huile sur le feu. De toute façon, il y a sa réalité, j'ai la mienne. Dans tous les cas, je dirais ouais, c'est faux. Non, si t'as dit ça, c'est vrai. Dans tous les cas, la vérité, on l'aura pas. Dans tous les cas. Donc, je suis pas là pour essayer de vouloir contredire ce qu'il dit, etc. Il a tenu ses propos aussi, il croit que c'est vrai. Si les gens y pensent que c'est vrai, etc. Je suis pas là pour me faire aimer en vrai. Ouais, bien moi, sûr. c'est un job. Ouais. T'en veux à Mathieu Leto Duclos parce que finalement Mathieu il a fait tout ce qui est un peu classique aussi dans le fight. Derrière quand il s'est exprimé, il a quand même salué, il a dit vous vous rendez pas compte, il est énorme, il tape très fort, il a pas reparlé du côté il a quand même dit les méchants, les gentils ont gagné ce soir. Ouais voilà, alors est-ce que là celui-ci comme il a pas dit de... Tu vois ce que je veux dire? Ça se trouve, non mais est-ce qu'il voulait dire? Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'il veut dire par les gentils ont gagné ce soir? Là sur ce côté-là, il y a des mots qu'il disait plus crûment avant. Là, ça paraissait un peu plus flou, mais on est d'accord que certainement ce qu'il voulait envisager, c'est tout ce qui avait été évoqué dans la Fight Week juste avant. Mais on est d'accord. Est-ce que tu lui en veux aussi de cet après-combat et de comment il s'exprimait et comment il a géré le truc, sachant que juste derrière, tu as la blessure, il vient de voir, etc. Est-ce que tu lui en veux de la manière dont il a géré l'après-combat? Je l'en veux pas, il a gagné au loto. Donc tu l'admires pour ça, tu lui dis bravo. Non, il a gagné au loto, tant mieux pour toi. Ouais. Il a gagné au loto. Je sais que cette situation, elle arrive une fois sur 10. Lui, il le sait. Les sorties de Daniel Warin après le combat, elles se font sentir. Il sait que j'étais craint, redouté, tout ce que tu veux. Tout le champ lexical de ces mots-là. Mais comme j'ai dit, encore une fois, ça reste de l'utopie, ça reste du fight. Si ça se trouve, ça ne serait pas passé comme je le pense ou comme je l'affirme là aujourd'hui. Et pour cela, viens, on fait une revanche. Elle est où la caméra? Elle est là? Ah, il y en a un petit peu partout. Si tu parles, t'inquiète pas, elle va venir vers toi, mais c'est ici. Ouais. Mathieu. En cas de victoire du tournoi à 100 000 €, en vrai, si tu te retires ou tu es chez des changers d'organisation, etc., je t'en veux pas, prends les 100 000, ça t'est comme on dit chez nous, et puis voilà. Cependant, j'ai entendu que tu avais signé un nouveau contrat avec Hexagon et moi, je crois de 3 ou 4 fights. Donc ta ceinture, tu l'as toujours autour de la taille. Et moi, ta ceinture, je la veux pas. C'est-à-dire que, viens, on fait la revanche. 5 rounds. Si je perds, tu prends toute ma bourse. Je prends 0 €. Si je perds, je lui donne 0 €. Je peux signer un contrat à Jérôme Bourru s'il veut. Si je perds, je lui donne toute ma bourse. Si je gagne, tu gagnes ta bourse, pas de problème, je veux pas ton argent. Je veux juste montrer à quel point il y a une différence de niveau entre nous deux.
Donc c'est pour ça que je suis prêt à signer un contrat de si je perds, je prends pas d'argent. Si tu veux pas le faire chez Hexagone, on peut le faire dans ta salle, dans ma salle, peu importe, ou chez ton pote Ibra TV, on se met dans un jerky, on se la met, pas de problème. Mais viens, on se la fait la revanche. Est-ce qu'aujourd'hui, Et la ceinture, je la prends pas. C'est-à-dire que le combat, c'est vraiment c'est-à-dire tu que fais. C'est-à-dire que la ceinture, je la prends pas. C'est-à-dire que c'est tout bénéf pour lui. En C'est-à-dire gros, que s'il gagne, il prend mon argent. S'il perd, il garde sa ceinture et il prend son argent. Bon, si tu gagnes, Hexagone, ils ont besoin d'un champion. Donc, Je lui comprends bien que laisse. c'est pas hyper intéressant là. Il faut que tu sois un peu plus. Mais là, je parle à Mathieu parce que en fait, Oui, je sais. Mais pour que Hexagone puisse organiser le combat, il faut qu'ils aient une perspective dans la perspective où tu gagnes ce combat. donnez-moi une ceinture en chocolat, pas de problème. Je la mangerai très rapidement. J'essaye d'aller dans le sens de l'organisation d'une revanche. C'est la première. Ma deuxième, elle est un peu plus, je vais dire personnel, peut-être provoque, appelle ça comme tu veux. C'est pas provoque, même pas. C'est une réelle question. Est-ce que tu lui donnes quand même du crédit à Mathieu par rapport, je sais pas, à sa prépa, à la manière dont il a abordé le combat, quelque chose en tant que combattant en fin de compte. Tu vois ce que je veux dire? Mathieu, c'est un bon combattant. Mathieu, c'est un bon combattant. Moi, je le sais que Mathieu, c'est un bon combattant. Et comme je l'ai dit avant le combat, et comme avant le combat, je le disais que Mathieu, c'était un bon combattant, excuse-moi. Je disais juste que, en fait, c'est l'opposition de style qui va absolument pas dans son sens. Mathieu a peur des coups aujourd'hui, c'est une réalité. Mathieu n'a pas de menton aujourd'hui. Mathieu se fait down quasiment à tous ses combats. Mathieu qui parle de mon opposition, lui non plus n'a absolument pas eu d'opposition. Tu vois bien qu'il a été protégé par l'organisation depuis toutes ces années. Toutes les patates qu'il envoie, tous les plombés qu'il lui envoie pour défendre sa ceinture, excuse-moi. Tu vois, moi, j'ai quand même combattu Paulin Béguet. Aujourd'hui, pour moi, ma plus grosse victoire, c'est Paulin Béguet. Paulin Béguet, aujourd'hui, je ne pense pas que Mathieu passe Paulin Béguet. Jamais de la vie. Tu vois, jamais de la vie. Donc, c'est pour ça que je te dis que l'opposition de style fait que je suis sûr aujourd'hui, et encore plus après le combat, que ce mec-là, je gagne 9 fois sur 10. Et je me blesse une fois. Est-ce que tu peux redouter, te connaissant toi-même, que c'est le côté, c'est une affaire qui est devenue très personnelle Excuse-moi, aussi. Charles. Je t'en prie, vas-y. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse contre moi? Là, je te pose une question. Non, je te la repose la question. Qu'est-ce que C'est tu un combat, veux qu'il Guillaume. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse T'es un contre moi? combattant actuellement, je suis un ancien combattant. C'est un Ouais. combat. Ouais, C'est ouais. un combat. Il peut tout se passer dans un combat, Mais bien évidemment. quoi? Au-delà de la blessure. Il peut te mettre KO. C'est des petits gants. C'est des Pardon? gants de 4. C'est des gants de 4, il gagne. Mais il frappe pas, Baba. Moi, je sais pas. J'ai pas été dans la cage avec lui. Je me suis pas entraîné avec lui. Moi, Ouais. j'ai que un regard extérieur. T'es Ouais. d'accord avec moi? J'ai qu'un Ok. regard extérieur. Vous êtes des gars de 84 kilos. Ouais. Plus que ça. 84 kilos à la pesée. On est d'accord. Dans Ouais. la cage, je sais pas. 90, je sais pas combien tu reprends. Oh là là, Je c'est sais pas. très loin. On est d'accord. T'es plus grand que moi. Je suis aujourd'hui. Non, je vais pas dire mon poids, Charles. non. Pas aujourd'hui. Enfin, tu Je peux. le redis mais- dans 2 semaines. là, non. Mais donc voilà, vous êtes des beaux gabarits d'un certain poids, et je sais qu'à ce poids-là, ça frappe, et ça peut descendre, même quand on ne croit pas que ça peut descendre. C'est pour ça que je me dis que il peut se passer beaucoup de choses. Par contre, quand tu me parles, quand je te pose la question de est-ce que tu lui donnes du crédit, et que tu me réponds que c'est d'un point de vue stylistique qu'il y a un problème, moi, tout ce que ça me dit comme info, c'est que il y a, j'ai pas envie de faire des vendameries là, un thought process. Il y a un process il y a un processus de pensée qui est pas seulement je suis plus fort que lui, je l'éclate. Et ça, c'est des réponses qui me plaisent, ça me va en fait, que tu me dises que c'est surtout stylistiquement qu'il y a un problème. Parce que quand tu dis ça, ça veut dire que tu lui donnes du crédit. Et ça veut dire que tu penses qu'il battra d'autres gars d'un autre style, que simplement que ce que toi tu ramènes sur la table, ça fait que ça va être compliqué pour lui. Et ça, je l'entends. Qu'est-ce qui peut te faire toi pour répondre à ta question? Rien. Du combat, de la bagarre. Tu vois ce que je veux dire? Il peut te mettre des patates, il peut Ouais, bien te- sûr, des- bien il sûr. peut te Non, mettre des coups de pied, tu vois ce que je veux dire? Non, Voilà, c'est bien. maintenant, c'est pour ça que j'ai envie de voir le combat. Mhm. C'est pour ça que j'ai envie de voir une revanche. Mhm. Parce que moi, j'aime pas quand on n'a pas de réponse définitive. Et je sais que ça doit beaucoup te frustrer. Et je pense que c'est un combattant, Mathieu. Ça me frustre Qui pas au lui point de aussi- pas me... Ça me Non. frustre pas au point de genre Tu avanceras. j'endors pas la nuit hein. Voilà, tu avanceras. Mais ça reste une situation, entre guillemets, frustrante pour toutes les parties impliquées. C'est-à-dire que le combattant A, le combattant B, le promoteur, les fans, les analystes, tout le monde se dit Ouais. ah, what if? Si on fait la revanche, qu'est-ce qui se passe? Et au moins, on parle plus. Tu sais, c'est clair, c'est net, c'est précis. Il y a certains combats qui appellent des revanches. D'autres, non. Moi, je suis contre les revanches automatiques. Quand tu as eu un bon combat, tu as eu 5 reprises, tu as vu et tout. Ouais, ok, les champions donnent une revanche. En vrai, moi, je suis pas spécialement pour ces choses-là. Mhm. Par contre, les combats comme ça s'est passé celui-ci, Mhm. il n'y a pas plus revanche qu'un combat comme ça. Mhm. Ça, c'est mon avis perso, en tout cas. Ça mérite largement revanche, ça c'est clair. Est-ce que Eliane, c'est devenu aujourd'hui plus une affaire personnelle qu'une affaire sportive, ce Boa Fial et tout du clos? Ben en vrai non. En vrai si. En vrai si. En vrai si. Parce que en fait, moi j'ai toujours voulu garder le délire de
Iliane, ta vie, c'est ta vie. Iliane Boifia en dehors, avec ma femme, avec mes frères, avec ma mère, etc. Et Iliane dans la cage, c'est différent. Donc, il faut séparer ça. Comme Cormier expliquait souvent avec John Avec Jones. Jones, Il dit que j'ai ma vie et que je peux être très heureux avec mes enfants, etc. Comme je peux être très malheureux dû à ma S'il défaite pense avec que, toi, ouais, etc. ouais. Aujourd'hui, j'ai toujours été comme ça. Mais en fait, j'ai eu des répercussions de ma vie de combattant dans ma vie personnelle. Parce que j'arrive pas à... J'accepte le sort. Parce que aujourd'hui, je suis croyant, etc. Donc j'accepte le sort. Aujourd'hui, ça devait se passer comme ça. C'est que ça s'est passé comme ça, que c'était un bienfait pour moi et qu'il y a mieux derrière. Mais je peux pas accepter que ce mec-là dort la nuit et se dire j'ai battu Iliane Boifia. Tu vois? Parce que moi, je vais terminer mon chemin. Je vais continuer mon chemin. Je sais pas la suite, mais je vais continuer mon chemin. Enfin, j'ai une petite idée de la suite, mais je vais continuer mon chemin, etc. Et puis, ça va le faire, etc. Et ce mec-là, toujours, aura le délire de j'ai battu Iliane Boifia. Je vais te raconter une histoire. Bon, il va m'en vouloir d'avoir raconté cette histoire, mais je vais la raconter quand même. Un jour, j'étais à Miami avec Nassourdine et Younes. Et ça se passait bien, etc. Et on parlait, etc. On allait prendre l'avion. Et quand soudain, il y a quelqu'un, je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais je voulais la faire large. Il y a un mec qui a battu Nassourdine à ses débuts. Je crois une soumission au 100% Oui, fight. oui, au 100% fight. Ouais, 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 exact. Et ce mec-là, c'est devenu un Uber ou je sais pas quoi, un taxi, genre. Et ce mec-là s'amusait à raconter à tout le monde. Et en plus, Nassourdine était dans son ascension. Je crois qu'il venait de battre Dolidze ou je crois que c'est un combat après encore. En pleine série, là. Voilà. Et ce mec-là disait tu connais Nassourdine Imavov et tout? Ouais, je l'ai battu et tout. Et ce mec-là s'amusait à raconter qu'il avait battu Nassourdine Imavov. Tu vois? Donc, moi, je le ressens un peu comme ça. Ok, je vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans quelques années, Mathieu, j'en sais rien, va finir peut-être boucher ou boulanger ou j'en sais rien. Et il va dire salut, aujourd'hui, moi j'ai battu Iliane Boifia. Et ce sera son seul pédigré, tu vois. Mais est-ce que, de toute façon, ce verre sur son palmarès à lui, est-ce que le fait de prendre ta revanche et de le battre si tu le bats, est-ce que ça, pour toi, ça effacerait cette défaite, même si elle est par blessure? Si c'est fait immédiatement, ouais. Donc là, en gros, tu te laisses un an? Non, pas un an, jamais de la vie. 6 mois? Là, non, même pas, si c'est septembre, si c'est pas fait septembre, c'est tout. En gros, et sinon, toi, tu passeras à autre chose. Si en gros, Hexagone te donne pas la revanche dans les 4-5 mois qui viennent, tu passes à autre chose. Regarde, je vais être plus précis. Septembre, je vais combattre. Peu importe où, mais septembre, je vais combattre. Je te l'assure que septembre, sauf en cas de blessure, etc. Mais septembre, normalement, si tout se passe bien, je vais combattre. Si c'est pas contre lui, ce sera contre quelqu'un d'autre. Si c'est pas Hexagone, ce sera ailleurs. Aujourd'hui, septembre, c'est la date de retour pour que ta blessure soit bien gérée, pour que ta prépa soit bien refaite. Voilà, c'est ça. C'est la bonne date de retour. Ok. Et qu'il y a les propositions qui s'alignent aussi avec d'autres. Bref, voilà, en septembre. Ok. Donc maintenant, Hexagone, venez, on signe le contrat. Venez, on fait la revanche. Après, de toute façon, il y a son combat à la finale. Donc après la finale, venez, on signe le contrat. Je sais que aujourd'hui Mathieu est encore en contrat avec vous. Donc venez, on signe un contrat. On active la revanche. Tout le monde est content. Et puis on ferme le livre et puis après chacun retourne à ses affaires. Si vous voulez pas, tant pis. Tu vois, ce sera tant pis pour moi. Parce en tout cas, le message est très clair pour Hexagone, voilà. C'est septembre et après, sinon tu passeras à autre chose. Si en septembre on n'a pas donné un combat contre Mathieu Leto Duclos, ou si Mathieu Memo il dérange, envoie-moi un DM sur Insta, viens, on fait un sparring en grande 4, où tu veux, et on règle ça. Fumer ou pas fumer, peu importe. Ok, bon, en gros, tu dis que toutes les options sont ouvertes pour que tu prennes ta revanche contre Mathieu Leto Duclos. Même un combat dans une cabine téléphonique, comme le disait Mohamed Ali. Vous rentrez pas. Je sais pas si vous rentrez tous les deux, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, très bien, le message est passé en tout cas, Iliane. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais mettre au clair avant qu'on se quitte? On arrive sur la fin de ce podcast. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais dire sur tout le contexte de cet affrontement, sur ton futur? Est-ce qu'il y a, tant que tu as le micro ouvert, est-ce qu'il y a des choses que tu voulais rajouter? Non, peu importe après, comme j'ai dit, comment les gens vont recevoir l'interview et les propos que j'ai eus. Donc du coup, non, franchement, top. Et à travers les mots que j'ai eus, etc., en aucun cas j'essaie de diviser ou de vouloir faire du communautarisme, etc. Aujourd'hui, on est tous dans la même situation, on est tous dans le même bateau. Je pense que pour essayer d'arranger les choses et d'aller le plus loin possible, il faut de l'entraide. Et c'est absolument pas ce que je veux faire, vouloir diviser, etc. Ouais. Donc voilà.
Précisons-le, hein, bien sûr, On est ensemble. tu Et combats. algérien, français, c'est Voilà, la même tu chose. combats avec le drapeau algérien, c'est la mais t'es même aussi chose. très fier, t'en as parlé tout à l'heure. Ça donc fait du bruit, t'es alors que quand raci- tu regardes les t'es combats au racine du One, il y Nord, a 4 drapeaux des fois. hein. Ouais. Tu vois, Nabil Hanan, pour ceux qui connaissent, et des fois, quand il combat, il y a Bien sûr, Thaïlande, ouais. Algérie, France. Ouais. Ça gêne Non, personne. mais, et comme je Pas un disais, problème, t'es en fait. aussi très fier de Roubaix, le Nord, etc. Donc tu Ouais. parles souvent, c'est aussi ta racine, c'est Ouais. aussi ta valeur, ta culture. Donc ça Bah, fait on vit aussi tous partie ensemble de. là-bas, Voilà, je veux On est tout tous à fait. ensemble. Ouais. J'ai pas de Et lien, puis- je vais chez mon voisin le truc. Et puis, en règle générale, quand en plus tu évolues dans un milieu sportif, ça mêle aussi tout le monde et ça te fait t'écarter un petit peu de tout ce genre de tension normalement. Maintenant, Ouais. c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Ouais. En tout cas, je pense que ça a été très clair ici le message passé, Eliane. Merci d'être passé par le RMC Fighter Club. Merci à toi, Charles. On verra si, Merci beaucoup. on verra s'il y aura des suites d'ici septembre. Et on le répète, par rapport à tout ce qui s'est dit, le micro est ouvert et Bien évidemment, sûr. il y aura des droits de réponse pour ceux qui veulent s'exprimer sur ce qu'a évoqué aujourd'hui Eliane dans Vous le savez RMC comment Fighter nous Club. contacter, donc on attend vos appels si besoin. En tout cas, merci Iliane d'être venu et Ouais. merci à Younes aussi d'avoir organisé. Tout à fait. Ça. Et un coucou à Zachary Amou Tarzan qui est dans le studio à côté de nous, qui combat au mois de juillet du côté de Arès. Super combat, Sur un très, très beau félicitations, et combat. soyez là, ça va être du lourd. Ça, juste ce combat-là, moi, ça vaut le prix du billet. Ouais, Et on est 2 mois avant, mais il a l'air relâché là. Il a l'air bien, il a l'air détendu, donc c'est bon signe pour ce qui va se passer. Allez, merci Eliane Boafia d'être passé par le studio de RMC Sport. Évidemment, on se retrouve très vite dans le RMC Fighter Club. Merci à Sylvain et à Flavien qui était en régie aujourd'hui. Ciao, ciao. RMC Fighters Club.